Et on poursuit cette édition avec Jean Messia. Bonjour. Bonjour Liselotte. Et puis nous sommes aussi avec toute l'équipe et donc, que vous avez entendu ce matin, et Richard de Sèze nous rejoint. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et, alors Jean, on s'est parlé tout à l'heure et évidemment tu es comme nous tous très excité à l'idée de participer à la manifestation du 22 mars contre toutes les haines. Voilà. Et donc tu as d'ailleurs proposé de redéfinir un peu le marketing de la manifestation. Ah, j'ai refait faire l'affiche pour la rendre plus conforme à la réalité de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en réalité, cette manifestation qui se tiendra le 22 mars, que j'ai requalifié manifestation de la haine, ou manifestation de la honte. De toutes les haines. Voilà, est en réalité une manifestation de tout ce que la France compte de haineux de la France. C'est-à-dire l'extrême gauche antinationale, les Français de papier, la diversité islamisée, la 5e colonne islamiste. Bref, je pense que ce sont des gens qui trouvent que le remplacement ne va pas assez vite, que l'islamisation du pays ne va pas assez vite, et donc ils ont entrepris de mener une action dans la rue pour manifester leur mécontentement quant au fait que la résistance de la France face à ces agressions alter-identitaires est toujours suffisante pour les empêcher de, comment dirais-je, casser la dernière digue. Bon. Voilà. Et donc, en fait, c'est une manifestation contre la France, une manifestation contre ses valeurs. On y trouve quand même des personnalités qui ont, en la matière, un pédigré plus qu'honorable. Si devant Rima Hassan, qui est l'égérie de l'anti-France en excitant tous les irrédentismes islamiques, tiers-mondistes, pro-palestiniens, etc., contre la France, alors que c'est une élue française au Parlement européen. C'est une créature de Grok, en fait. Ça fait partie des éléments de langage que LFI est en train de commencer à distribuer. Je crois que Grok n'aurait pas imaginé une telle personnalité aussi haineuse du pays qu'il a accueilli, qui lui a donné sa nationalité. Alors, il paraît, selon LFI, qu'il y a des immondices dans Grok, donc pourquoi pas le fait d'imaginer Rima Hassan. Alors, de ce point de vue-là, je suis prêt à admettre cette hypothèse. Sinon, si vous voulez, on a quand même du Louis Boyard, on a du Jean-Michel Apathy, enfin que des personnes, du Thomas Porte, que des personnes qui se sont illustrées récemment par leur haine de la France. Et je veux dire quelque chose, c'est que si ces gens-là défilent avec des drapeaux palestiniens, en fait, ils en ont rien à foutre de la Palestine. C'est juste que les drapeaux palestiniens leur permettent d'exciter la population arabo-afro-musulmane présente en France, qui n'est ni assimilée ni intégrée, et ça permet d'être une sorte de nouvel étendard qui vient concurrencer l'étendard français, puisque bon, après tout, une cause islamique, elle a tout un tas de drapeaux, hein. Il y a le drapeau de l'État islamique, mais ça peut être d'autres drapeaux, des drapeaux arabes, des drapeaux palestiniens pour des causes exotiques, voilà. Et donc tout ça fait que, effectivement, le 22 mars, on aura rassemblé au même endroit, c'est une chance. Imaginez que j'avais été Premier ministre, c'est top, je ne l'aurais pas interdit de cette manifestation. Je l'aurais autorisé, et une fois que tous les haineux de la France seront au même point, je les aurais nassés et tous mis en état d'arrestation pour complot contre l'État, atteinte à la sûreté de l'État et les faire passer en jugement pour haute trahison. Voilà une autre manière de régler les problèmes. Quand tu dis que tu as détourné l'affiche, c'est sur ton compte X? Oui, c'est sur mon compte X, voilà. Mais je vais les retweeter là parce que j'avais commencé à les poster en avance de phase, mais ça va revenir le jour J, évidemment. Parfait. Alors, puisque tu parlais de tous ces gens qui sont un peu haineux envers la France, il y a quelque chose d'absolument stupéfiant, c'est la manière dont l'affaire Crépol est en train de revenir sur le devant de la scène, avec 2 journalistes qui expliquent qu'il ne s'est rien passé ou presque. Alors, je dois dire que bon, je ne regarde quasiment jamais cette chaîne parce que ça me donne de l'urticaire, ça me donne une colique néphrétique quand j'entends les journalistes de France 5 nous expliquer un certain nombre de choses comme s'ils vivaient dans un autre monde. Là, l'exemple patent a été l'émission de C'est à vous d'avant-hier. Lorsque j'ai entendu le thème, bon, j'ai pris la curiosité de prolonger un peu le regard sur cette émission. D'abord, je ne vois pas ce que fait l'Arcom. Il s'agit d'un plateau totalement unicolore politiquement, pas un seul contradicteur sur le plateau, où on dit pourtant des énormités qui sonnent comme telles à une majorité de Français. Pas un modérateur, pas un contradicteur, même la journaliste qui tient le plateau ne feint pas même de dire « attendez, vous exagérez », apporter un semblant de contradiction. Alors je vais vous dire, quand ces gens-là donnent des leçons sur d'autres
télé ou d'autres radios comme CNews, comme Europe 1, etc., j'ai envie de leur dire, balayez devant votre porte parce que votre émission est irregardable pour la plupart des Français qui d'ailleurs ne la regardent plus. La deuxième chose, c'est sur le fond maintenant, c'est le thème. On a quand même un parterre de personnes, dont soi-disant quelqu'un qui a écrit un livre sur l'affaire, qui vient doctement vous expliquer qu'en réalité les témoins n'ont rien vu, n'ont rien entendu, que tout ce qui a été vu et entendu est faux, que désormais c'est le dossier ficelé par la justice, dont on connaît le biais idéologique, qui fait foi. Et dans ce dossier qui est fait par la justice, eh bien on n'a plus une bande de racailles issues de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes qui viennent tuer du blanc, mais une bande de jeunes venus danser. Et avec des couteaux qui leur servent à découper du shit. Et on apprend, exactement, et le même intervenant vous dit d'ailleurs, bon, ils étaient venus danser, ça a mal tourné, et le jeune Thomas a pris un coup de couteau en plein cœur. C'est pris un coup de couteau en plein cœur, comme si c'était lui qui s'est jeté sur un couteau anonyme. Mais il y a des danses comme ça, un peu folkloriques, avec des couteaux, et Thomas ne savait pas danser. Comme s'il y avait personne derrière le manche, en fait, on n'en parle pas de ça. D'ailleurs, on se demande d'ailleurs pourquoi on continue à appeler ça une arme blanche, dans la mesure où il y a de moins en moins de blancs derrière le manche. Vous voyez, et donc tout est aseptisé, normalisé, corseté, pour faire rentrer un récit qui ne correspond pas au canon et au dogme de l'idéologie dominante. Eh bien, on va, comme on en a parlé la semaine dernière, le découper, d'accord, le polir, tout faire pour qu'il s'inscrive dans le récit que l'on veut faire passer de cette histoire. Donc, Jean Messia, sur l'affaire en elle-même, sur les faits, en l'occurrence, je vous rejoins tout à fait évidemment sur l'analyse que vous en faites et le passage de son journaliste qui est assez honteux, mais sur les conclusions actuelles de l'enquête, là où ça en est à l'heure actuelle, c'est que c'est l'idée que effectivement les jeunes, on va dire poliment issus du quartier de la Monnaie, étaient déjà présents à la soirée, et en fait il n'y a pas eu de descente de razzia. En revanche, ils étaient venus avec des grands couteaux pour planter du blanc, ça évidemment c'est plus ou moins probable. C'est plus ou moins probable, effectivement, enfin c'est assez probable, mais d'un autre côté ils étaient déjà présents, il n'y a pas eu de descente entre guillemets selon ce qui a été dit à l'origine. En tout cas c'est là où en est l'enquête aujourd'hui. J'entends bien, mais je veux dire effectivement, qu'est-ce qu'il faut pour appeler ça une descente anti-blanc? Que vous ayez des hordes de cavaliers avec des sabres tordus criant Allah Akbar et arrivant à cheval pour faire une descente dans le... Non. Je veux dire, ils étaient là, mais quand on emmène des couteaux dès le départ, c'est pas pour aller danser. Ouais. Donc il y a et les témoins sur place ont entendu, on est là pour tuer du blanc, on va tuer du blanc. Donc évidemment que ça n'a pas été annoncé, ça n'a pas été annoncé comme tel, mais l'intention, puisque paraît-il c'est la seule qui compte, l'intention quand vous venez avec des armes blanches à une fête, c'est certainement pas uniquement pour danser, vous comprenez? Bon, en tout cas, on peut raisonnablement le croire. Et moi, je ne crois plus du tout, si vous voulez, dans le récit tel qu'il est repris par l'enquête de justice. Vous voyez bien pour l'affaire Naël, quand l'enquête discrimine, la reconstitution discrimine le flic, 2 mois après, vous avez le parquet qui dit « Ah non, on va le déférer pour meurtre ». Donc bon, vous voyez, il y a bien sûr, toujours... Il y a l'enquête et l'interprétation de l'enquête quelque part. D'accord, mais sur l'enquête, il faut simplement... Exactement, mais je veux dire, ce qu'il faut, c'est rester factuel. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont hurlé « Nous sommes là pour tuer du blanc » d'après plusieurs témoins? Il y a eu. Est-ce que ces gens-là étaient venus pour danser avec des bermudas et des chemises hawaïennes? Non. Enfin, ils les avaient peut-être, mais ils avaient des couteaux à l'intérieur. Bon, donc il y a quand même des choses qu'on peut pas, si vous voulez, sur lesquelles on peut pas s'asseoir. Et quand j'entends ce débile là sur France 5 nous expliquer que le racisme anti-blanc n'existe pas et qui part dans une espèce d'envolée avec un effet de manche, etc., pseudo-intellectuel pour vous expliquer que le racisme anti-blanc, c'est une création, etc. Donc, bon, si le racisme anti-blanc n'existe pas, on peut donc traiter quelqu'un de sale guerre. On peut le traiter de sale français ou de sale blanc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en décrétant que ce racisme n'existe pas, finalement, non seulement on l'autorise, mais on l'encourage. Alors, pourquoi ce qui est fait spécifiquement pour le racisme anti-blanc n'est pas fait pour les autres? On vous dit, ah oui, mais c'est la libre parole, c'est en raison de l'histoire, etc. Mais si vous arrivez à justifier le racisme anti-blanc de cette manière, pourquoi on ne justifie pas alors les autres racismes? Pourquoi on n'a pas le droit de parler des Noirs et des Arabes sans se faire taxer de racistes? Même sans dire de paroles racistes. Pourquoi?
Alexandre ne va pas vous répondre, mais j'ai l'impression que votre question était assez rhétorique. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno Retailleau a lui-même reconnu qu'il y avait du racisme anti-blanc. Bah, bien sûr, parce que si vous voulez... Ce qui est quand même neuf de la part d'un ministre de l'Intérieur. Oui, alors c'est pour la première fois, effectivement, nous n'avons pas un ministre, ou en tout cas moins un ministre qui pratique une cécité militante sur la réalité, qui quand même lit les rapports, est au contact du terrain. Enfin, il y a normalement aucun autre ministre que le ministre de l'Intérieur ne connaît mieux la situation du pays et la situation de la France du point de vue de la sécurité, de toutes les conflictualités qui traversent le pays. Donc Bruno Retailleau n'a fait que dire le réel qui lui remonte par ses services. Et rien que ça, vous savez ce que disait Orwell à une époque de escroquerie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Il n'a fait que dire ce que tous les Français, au fond, ressentent. Voilà. Imaginez, je reprends le plateau de C'est à vous. Imaginez juste que ça avait été 3 ou 4 blancs qui étaient venus s'amuser dans une fête racisée, comme ils disent, et que les choses avaient dégénéré. Alors là, les langues se seraient déliées, on aurait parlé de crimes de l'extrême droite, de crimes de suprémacistes blancs, on aurait même identifié, vous auriez eu dans l'heure l'âge, la couleur de peau, l'adresse, le nom complet, les mensurations du criminel. Vous savez que, alors je vous le dis aussi en avant-première, j'ai été convoqué par la police judiciaire sur ordre du parquet d'Annecy pour avoir juste relayé une information qui était sortie sur les réseaux sur les noms des personnes impliquées dans l'assassinat de Thomas. C'est-à-dire, le parquet d'Annecy ouvre une instruction à votre rencontre. Et il a envoyé 2 policiers ici à Paris aux frais du contribuable pour m'interroger sur un retweet. Et une fois plus, un retweet d'une information qui était disponible. Ils m'ont fait le même coup pour Naël, parce que pour Naël, j'avais aussi été accusé de ça, jusqu'à qu'ils découvrent qu'en fait l'information était... Mais c'est ça qu'ils ont trouvé, c'est que il y a à ma connaissance, et selon nos informations à ma disposition, il y a des consignes très claires des procureurs qui, lorsqu'il s'agit de victimes, ou en tout cas de personnes racisées, comme ils disent, qui sont impliquées dans des crimes ou des délits, eh bien, ordre, instruction est donné de faire le maximum pour taire les identités, pour aller poursuivre ceux qui pourraient effectivement dire un bout du réel. Et la raison en est simple, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas stigmatiser et attiser la haine. Donc ça, c'est un traitement préférentiel pour des individus issus de certaines immigrations. Je me rappelle par exemple, vous savez, vous rappelez ce fait divers tragique du violeur à la chaussette. Le magistrat à l'époque, une des victimes de ces viols l'avait reconnu comme étant une personne d'origine africaine, et tenez-vous bien, le procureur général de l'époque n'a pas voulu dire à la population le profil du violeur pour protéger la population comme on le fait, et lorsqu'il a été interrogé, il a dit non, j'ai eu peur de le dire parce que ça aurait attisé la haine envers la population noire. Et c'est ce qui a créé les grooming gangs au Pakistan. C'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, par peur de dénoncer les Pakistanais qui étaient à l'auteur de ces horribles grooming gangs, justement de gangs de violeurs, en fait, il y a eu une omerta pendant 10 ans, 20 ans là-dessus, ce qui a mené au viol potentiel de jusqu'à centaines de milliers de filles quand même. Et c'est là le véritable racisme. Le véritable racisme, parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas raciste? Quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est quelqu'un qui traite toutes les personnes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, de la même manière. C'est l'égalité devant la loi. Je ne comprends pas comment ceux qui beuglent à l'état de droit à longueur de journée viennent nous expliquer qu'il existe un état de droit pour les racisés et un état de droit pour les Français de souche ou les Français d'origine européenne. Un état différent. Voilà, donc ça veut dire que si vous êtes noir ou arabe, que vous faites des agressions sexuelles dans l'espace public, que vous volez, que vous violez, que vous tuez, eh ben, il faut faire très attention à la manière dont on traite ça pour ne pas, susciter le doute ou la détestation de cette population. Mais qui vous dit que parce que vous êtes noir ou arabe, vous êtes forcément solidaire de ces saloperies? C'est quand même extraordinaire, hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis d'origine nord-africaine, parce que l'Égypte est en Afrique du Nord. Je me sens pas du tout solidaire d'un violeur, d'un voleur ou d'un criminel. Et si on me dit le criminel est d'origine égyptienne comme moi, je vais lui éprouver aucune sympathie. Je vais lui dire ce gars-là doit le payer et payer cher son crime. Donc
Partir de postulat qu'il y a une espèce de solidarité ethnique, raciale, religieuse, qui dépasse et surplombe, comment dirais-je, la citoyenneté qui fait que dans n'importe quelle société, un criminel va pas être soutenu, ça c'est le véritable racisme. C'est exactement la position d'Emmanuel Macron d'ailleurs. C'est ça le racisme systémique, mon cher Richard, pardon de vous interrompre, il est là. Non, c'est moi qui vous interromps. C'est ça le racisme systémique. Le racisme systémique, le vrai, consiste à croire qu'il ne faut pas donner de détails sur un criminel d'origine étrangère parce qu'on subodore la solidarité indéfectible de tous ses congénères dans la criminalité et dans la délinquance, ce qui est quand même assez invraisemblable. Et ce qui d'ailleurs, lorsqu'on interroge l'ensemble des populations concernées, n'est absolument pas vérifié. Il n'y a pas de mouvement de solidarité envers n'importe quelle racaille au prétexte qu'on viendrait du même pays. Macron, lui, en revanche, explique qu'étant donné l'importance de la diaspora algérienne en France, il ne faut pas exciter les Algériens. C'est qu'il fait le calcul exactement inverse. Il tombe dans ce racisme systémique dont vous parlez. Pour Macron, il y a forcément une immense solidarité algérienne et donc aucun Algérien résidant en France ne peut accepter une OQTF et donc il ne faut surtout pas énerver les Algériens avec les rapports qu'on aurait avec le gouvernement algérien. C'est les Algériens résidant en France. On est quand même en train de marcher sur la tête. Est-ce que vous avez l'impression que Jordan Bardella va être capable, puisqu'il en parle de temps en temps, une fois qu'il sera président de la République ou Premier ministre, de faire en sorte de rétablir la balance et d'arriver à rééquilibrer les plateaux et à faire en sorte qu'il y ait ce traitement universel et équitable de toutes les personnes, indépendamment de leur race, de leur religion, de leur ethnie, de leur provenance? Écoutez, j'ose l'espérer pour ceux qui votent pour lui. Voilà, je trouve, si vous voulez, que depuis un certain nombre d'années, le discours du Rassemblement national devient de plus en plus une cote mal taillée, où on ne sait plus très bien quoi penser d'un certain nombre de sujets très importants liés à l'identité, à la sécurité, à l'immigration. Quand, par exemple, le Rassemblement national et Jordan Bardella affirment, il l'a fait pas plus tard qu'hier matin aux grandes gueules, il affirme qu'il va interdire le voile dans tous les bâtiments publics, ce qui est d'ailleurs une idée à la base d'Éric Zemmour, parce nous, on disait qu'il fallait commencer par les bâtiments publics, parce que c'est impossible d'interdire pour l'instant le voile dans la rue, mais qu'à terme, ça devrait être interdit partout. Donc il a repris exactement le même verbatim qu'Éric Zemmour, sauf que Éric Zemmour, il a une sorte de cohérence. Éric Zemmour ne prétend pas que l'islam est compatible avec la République. Vous ne pouvez pas prétendre que l'islam est compatible avec la République, comme l'a à maintes fois affirmé Marine Le Pen, et venir lutter ensuite contre son expression la plus visible, c'est-à-dire le voile. Il faut une distinction entre islam. En fait, si je comprends bien la position du Rassemblement national, il faut une distinction entre islam de foi et de prière, etc., et islam comme expression. Je dis pas que j'explique simplement leur position. En fait. C'est les seuls à faire cette distinction, parce que l'islam lui-même ne le distingue pas. Donc à moins qu'ils nous disent qu'ils soient devenus des grands oulémas de l'islam capables de faire des fatwas, je vois pas comment le Rassemblement national peut décider en son coin que désormais l'islam sera une religion de foi et non pas une religion de pratique. C'est impossible de christianiser l'islam selon vous dans la pratique? Mais je crois que ça c'est la principale erreur. La principale erreur de nos élites au cours de ces 50 dernières années, c'est d'avoir cru que l'islam était un nouveau catholicisme. Et que comme le catholicisme de la fin du 19e siècle, du début du 20e, il sera maté de la même manière et évoque la galère. Pas du tout. L'islam d'abord n'est pas le christianisme, n'est pas le catholicisme. Jésus n'est pas Mahomet. Mahomet a été chef de guerre, il a dirigé des armées au combat, il a islamisé des parties du globe et ses descendants ont islamisé une partie du globe par la violence et par la guerre. Jésus, c'est aime ton ennemi. Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans la même logique religieuse. Et puis on ne peut pas importer chaque année des centaines de milliers de musulmans pour venir leur reprocher, une fois qu'ils sont chez nous, d'être musulmans. C'est-à-dire de se voiler, de manger halal, de faire les 5 prières par jour, etc. Voilà, moi je crois que... Et puis la grande différence, c'est que en faisant cette distinction, que nous dit au fond le Rassemblement national? Le Rassemblement national nous dit que, à la limite, si demain la France devient un pays musulman, mais que c'est un pays d'islam modéré, ça ne les dérangerait pas. Puisque eux prétendent ne lutter contre l'islam radical et l'islam djihadiste, ce qui est déjà bien. Mais la question, elle va au-delà de ça. Il ne s'agit pas simplement de traiter la face incandescente, le pic de l'iceberg de haine d'un certain islam rigoriste, intégriste, djihadiste.
qu'est-ce qu'on fait du reste de l'iceberg? Moi, pas. je ne me contente pas à l'idée que la France puisse devenir musulmane, fût-ce un islam modéré. Donc, de toute façon, cette distinction, si elle peut paraître pertinente entre un islam radical, djihadiste, etc., et un islam plus modéré, dont acte, mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il faille se tourner les pouces face à l'islamisation de la société, quand bien même ça serait une islamisation pacifique. Il nous reste 2 minutes, donc est-ce qu'on parle un tout petit peu de Macron pour le plaisir? Alors Macron, vous savez, il a fait un discours, une espèce de théâtre devant un parterre de soldats, avec la voix grave, presque la larme à l'œil, etc. Et donc, il a ainsi annoncé le grand retour de Manu Militari. Emmanuel Macron qui s'en va en guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Le problème, si vous voulez, c'est que en ce moment, les deux grandes puissances que sont les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Poutine sont en train de dialoguer en direct. Volodymyr Zelensky a été appelé par Trump. Donc, il semblerait que nous soyons, même si tout n'est pas réglé, sur le chemin d'un cessez-le-feu puis d'une paix durable. Les gesticulations de Macron ne se comprennent pas, parce que soit Macron veut la paix, et à ce moment-là, au lieu de tirer dans les pattes de Donald Trump et d'en dire pique-pendre, il ferait mieux de se mettre dans le train de la paix et d'aider, en tant que puissance quand même non négligeable, la France, d'aider son partenaire américain à trouver une issue à cette guerre, soit il fait de la gesticulation, et à ce moment-là, on peut se demander quel est l'objectif final de cette gesticulation. Est-ce que Macron, à travers la poursuite fanatique, la volonté fanatique de poursuivre coûte que coûte la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas de présenter de manière totalement artificielle la Russie comme un ennemi, avec pour seul et unique objectif sauver et perpétuer le système antinational qui nous dirige depuis une 50aine d'années et dont il est l'épure. Merci 1000 fois, Jean Messia.